Bonjour chers élèves, nous voilà à notre dernière séquence de l'étude de l'œuvre intégrale de la littérature maghrébine d'expression française de Mohamed Khayreddine, intitulée « Il était une fois un vieux couple heureux ». Le thème que nous aurons à aborder dans cette séquence est le suivant: l'école entre hier et aujourd'hui. L'extrait que nous allons analyser se trouve aux pages 112, 113 et 114. Il commence par la madrasa consistait en un grand bâtiment jusqu'à tous ceux d'entre eux qui pensaient perdre leur temps sous sa houlette. Les objectifs que nous chercherons à atteindre sont les suivants. Nous allons relever les caractéristiques de l'école de l'époque, le rôle de la madrasa, le statut du maître dans la société, le statut des tolba ou élèves, et enfin les caractéristiques de l'institut moderne. Nous nous pencherons aussi sur la grammaire, puisque nous aurons à relever les différents procédés grammaticaux qui ont permis à l'auteur d'exprimer ce réalisme à travers cette fiction et cette entreprise d'écriture qui est extraordinaire. Nous commençons par les caractéristiques de l'école de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'époque? Nous sommes dans le Maroc d'avant l'indépendance et jusqu'en 1995. C'est la période sur laquelle s'étalent les événements de ce roman. Mais cette école de l'époque, ici, fait référence à l'école coranique ou ce que nous appelons aujourd'hui l'enseignement originel. Une école qui était à 100% arabophone et dans laquelle on apprenait tout ce qui avait un rapport avec la langue arabe et les dogmes et les principes de l'islam. On commence par la vie à la madrasa. Nous relèverons les expressions, bien sûr, dans l'extrait et qui renvoient à cette vie de la madrasa. Nous avons, il s'agit d'une école de théologie, c'est-à-dire l'étude, donc la théologie, c'est l'étude des questions religieuses fondées sur les textes sacrés, les dogmes et la tradition. Nous avons, c'est un établissement d'un second degré. Alors, second degré, puisqu'on fait référence à l'existence de l'école moderne institutionnalisée qui était bilingue et qui continue à l'être. Dans cette école, l'élève devait subvenir à ses besoins. Les repas étaient pris en commun et chacun devait cuisiner à son tour. Bien sûr, concernant les élèves. Le budget commun était géré par l'imam. Les tolba, c'est-à-dire les élèves, étaient peu nombreux, mais étaient
des internes présélectionnés. Alors, nous voyons que nous avons déjà un ensemble de caractéristiques qui définissent ou qui définissaient cette école coranique ou cette madrasa. Passons maintenant à l'architecture de la madrasa. Les écoles de l'époque, surtout coraniques, avaient un mode de vie différent des écoles installées après l'indépendance. Il s'agissait de grands bâtiments rectangulaires à un unique étage, isolés des maisons du village, et n'avaient pas de murs d'enceinte. Seuls les arbres d'essence différentes la contournaient, et à proximité se trouvait un petit sanctuaire. Donc, nous voyons que ces écoles se trouvaient loin des villes, loin des agglomérations. Elles étaient un petit peu confinées et autour, il n'y avait aucun moyen de distraction qui pouvait détourner l'attention des élèves ou bien des tolbas. Ce bâtiment ou cette école était aussi composé d'un patio. Alors, les cellules au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle de prière et une bibliothèque. Alors ici, les cellules veut dire une sorte de dortoir et non pas les cellules que nous entendrons maintenant, c'est-à-dire en pensant à la prison. À l'étage se trouvait l'appartement du maître, qui était lui, par contre, spacieux et il avait des fenêtres qui étaient ouvertes sur le paysage, etc. Le rôle de la madrasa. Alors, ce rôle était très important, n'était pas des moindres, puisque les tolbas, au reste peu nombreux, étaient des internes présélectionnés qui pouvaient prétendre, en cas de réussite, à l'obtention d'une bourse de fin d'études et même à un emploi dans l'administration. Bien sûr, tout cela, on le relève du texte. Alors, ici, on comprend que le rôle de cette madrasa n'était pas des moindres, puisqu'il permettait aux tolbas ou bien aux élèves d'accéder à des études plus poussées ou bien à intégrer la fonction publique. Parmi les élèves de ces madrasas, il y avait ceux qui sont allés dans des universités théologiques comme le Qarawiyyin ou bien l'Azhar ou encore dans d'autres pays arabo-musulmans. Le point suivant est justement le statut du maître dans la société. Alors, le maître avait un statut un peu particulier. Et nous relevons dans le texte l'imam à la fois directeur et unique professeur de l'établissement. L'imam s'habillait comme un cheikh. L'imam dont le tempérament bannissait la violence, évitait les punitions dégradantes. Et l'imam qui dit « Je ne suis pas là pour vous enfoncer de force le savoir, et comptez pas sur moi pour la manière forte. » Il était si fier de ses disciples. Alors, ici, nous avons l'importance qu'accordait la société à cet imam ou à ce maître. Il était en même temps le directeur et le professeur. Il se distinguait de ses élèves. Il donnait même l'exemple, puisqu'il y avait une distance, un respect et une hiérarchie très, très
pointueuse entre l'imam et les tolba. Contrairement à ce qu'on donnait comme image de l'imam ou bien du faqih, l'imam ici, c'est le vrai exemple du maître. Ce n'était pas quelqu'un qui préférait la violence, mais la punition avait son rôle. Ce n'était pas celui qui était faible, mais c'était quelqu'un qui avait une grande estime de lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait un ensemble de savoir qui lui permettait d'être en position de chef de cet établissement. D'ailleurs, il était très instruit. On pourrait même utiliser le terme érudit, car il ne leur enseignait pas seulement le dogme, le hadith, d'Ibn Ashir, la Borda et les écrits des exégètes, mais encore la grammaire arabe, l'astronomie, les mathématiques, l'histoire et la poésie. Vous voyez que c'est un maître qui était très polyvalent. Le statut des élèves ou des tolba. Alors, les élèves ne portaient qu'une gandoura de laine rêche. Il leur était en effet interdit de se vêtir autrement. Ils devaient ressembler à des sophés et se comporter comme tels. Mais aussi, les élèves étaient brillants, presque surdoués, attentifs et peu nombreux. Ils devaient recopier tout ce que disait le maître pendant son cours. Ils devaient aussi apprendre tout cela par cœur. Donc, on leur demandait d'avoir une mémoire infaillible. Quoique, tous les élèves n'étaient pas aussi doués, puisqu'il y avait des sceptiques. Alors, tous ces termes, on les relève du passage que nous sommes en train d'analyser. Les caractéristiques de l'institution sont très simples. Il les a résumées en 3. Donc, vers la fin de l'extrait, l'institution, c'est quelque chose de plus actuel, en faisant référence aux années 90. On est moderne et les livres sont récents, c'est-à-dire on va apporter quelque chose de nouveau, aussi bien dans la méthode d'enseignement que dans les supports pédagogiques ou didactiques. Pour les procédés grammaticaux, nous les résumons en 4. On revoit toujours ces voies narratives à travers le discours direct rapporté, les temps du récit, l'imparfait pour décrire, mais aussi le présent de narration, où on introduit les paroles du maître. Nous avons les verbes modalisateurs pour montrer l'obligation et le sérieux du travail. Et enfin, nous avons le champ lexical mélioratif pour mettre en valeur l'école de l'époque, la madrasa, mais aussi l'enseignant et les tolba. Pour conclure, l'auteur nous dresse un tableau exhaustif de la qualité de l'école d'antan en la comparant avec l'école moderne qu'il qualifie de laxiste. Il décrit le profil de l'enseignant qui était bien garni pour prendre la responsabilité d'instruire les élèves avec rigueur, mais aussi avec fierté. Voilà ce que nous relevons de cette espèce d'analyse très rapide de ce chapitre, quoiqu'on pourrait dire beaucoup plus lent. Merci de votre attention et bon courage.